nous, on est à côté de la plaque. Nous, c'est 1936, le feu copu. Ouais, et on est complètement dépassé. Et voyez-vous, le gros reproche que je fais aux gens de ma génération, à la génération de mes parents, mes grands-parents, et c'est pareil pour tous, c'est de ne pas avoir été assez curieux pour comprendre d'où venait, qui faisait quoi. Et le système s'est amélioré parce que le monde anglo-saxon, anglo-américain, a peaufiné en mettant en place ce qu'on appelait la Round Table en 1910. Et cette Round Table, table ronde, il y avait des Round Tables à l'échelle planétaire avec un Round Table aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, etc. Puis un peu ça s'est essaimé partout en Europe. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, cette Round Table anglo-américaine s'est subdivisée en deux think tanks où s'élabore toute la politique anglo-saxonne. Côté britannique, le RIA, qui est le signal en anglais, qu'on appelle aussi Chatham House, et côté américain, le CFR. CFR, le Conseil des relations internationales. Qui connaît des affaires étrangères, qui connaît CFR et Chatham House? Franchement, c'est pas un reproche. Moi, je l'ai découvert, c'est pas à l'école ni à l'université, où je me suis fait royalement chier. C'est mon film. Parce que à l'université, l'université française, sauf évidemment l'exception, on a la chance d'avoir un prof, bon, enfin des habitudes, on ne les trouve pas, enfin, je n'ai jamais vu. Enfin, sauf exception, l'université française, on n'apprend rien. Lisez des ouvrages écrits par des professeurs de relations internationales et de géopolitique anglo-américains ou allemands. Eux, ils connaissent. Je vais vous citer un seul exemple. Nous sommes en 2011. Qui connaît les raisons de la Première Guerre mondiale? On va dire, la Première Guerre mondiale, il y avait une rivalité entre la France et l'Allemagne pour l'Alsace-Lorraine, une rivalité économique, il y avait des rivalités entre l'Allemagne, l'Empire allemand, le Deuxième Reich et la Russie des tsars. Et puis il y a eu Sarajevo, où François Ferdinand s'est fait flinguer avec sa femme. Oui, mais l'assassinat de François Ferdinand n'a été que l'élément qui allumait la mèche. En fait, quel est l'élément véritable, profond, à l'origine de la Première Guerre mondiale, qui permet ensuite de comprendre les événements de la Yougoslavie en 1999. Qui connaît? C'est le pacte d'Albane. Qu'est-ce que le pacte d'Albane? Bagdad, la ville de Bagdad, Ban, c'est la voie ferrée en allemand. Fin 19e siècle, les autorités politiques financières allemandes décident de construire une voie ferrée partant de Hambourg, Berlin, l'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie allait l'Allemagne. Pour des raisons d'ordre géographique, la Serbie, ah merde, les Serbes étaient les ennemis des Allemands, mais pour des raisons géographiques, il fallait passer par là. La Bulgarie, allait l'Allemagne, l'Empire ottoman, qui à l'époque, je vous rappelle, regroupait la Turquie actuelle, plus toute la péninsule arabique. Et cette voie ferrée traversait la Mésopotamie, Bagdad, et allait jusqu'à l'actuel Koweït. Je vous rappelle, Koweït et l'Irak sont nés après la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que durant tout le 19e siècle, l'énergie, c'était le charbon. Et fin 19e, il y a une nouvelle énergie qui apparaît, c'est le pétrole. Et le pétrole, c'est en Mésopotamie, l'Empire ottoman. Il manque de peau, l'Empire ottoman est l'allié de l'Allemagne, et les Anglais se disent « Ah merde, les Allemands vont pouvoir contrôler la production de pétrole. » Et en fait, ce que voulaient faire les Allemands, enfin les Allemands, les autorités politiques, financières allemandes, c'était de construire finalement un oléoduc sur rail qui serpentait donc à travers toute l'Europe centrale, l'Empire ottoman, et au niveau de Kirkouk et de Mossoul, s'approvisionner en pétrole et ensuite remonter, je veux dire, les wagons citernes en direction de l'Europe. Et ça, évidemment, au nez des Anglais. En fait, on a là la parfaite opposition entre l'empire terrestre, germanique, et la thalassocratie anglo-saxonne, et c'est vieux comme vieux depuis plusieurs siècles, en tout cas, l'opposition entre la terre et la mer. Et les Anglais, première puissance économique militaire, se disent, si les Allemands arrivent jusqu'au bout, pardonnez-moi l'expression, on est baisés. Bon, fuck, bon. Et comme par hasard, avant la Première Guerre mondiale, vous avez plein de guerres balkaniques entre la Grèce et la Bulgarie, la Serbie et la Roumanie, la Serbie et la Grèce. Enfin bref, pourquoi? Parce que c'était l'endroit, c'était le talon d'Achille, la Serbie étant l'allié des franco-anglais, les Anglais appuyaient là pour qu'il y ait des attentats, et hop, la voie ferrée sautait. Donc ça retardait l'échéance. Et à titre d'information, je vous invite, et c'est un auteur américain, mais son livre a été traduit en français, cet américain s'appelle
William Engdahl, Pétrole, histoire d'un siècle, où il raconte très bien cette histoire, donc ça commence au 19e siècle jusqu'à 2005, il raconte très bien l'histoire du Bagdad Ban, et entre autres, il publie une photo du Times de 1894-95 qui, pour la première fois, évoque cette menace du Bagdad Ban. Il dit, en gros, si les Allemands arrivent à leur terme, au bout du chemin, nous, Anglais, on sera tributaires de la puissance terrestre et de notre empire, c'est terminé. Qui connaît ça en France? Le Bagdad Ban à l'origine de la guerre de 14-18, personne. C'est pas notre faute, on ne nous l'a pas appris. Et c'est ça qui est sidérant. Un siècle après, on ne connaît toujours pas la raison. Ça, dans les textes anglo-saxons, c'est enseigné à les universités ça au sein des élites anglo-américaines, oui. William Engdahl est professeur de relations, enfin, il est à la retraite, mais il était professeur de relations internationales à l'université de Princeton. Vraiment, les étudiants étaient des vénards, le fait d'avoir... en fait, pour vraiment avoir une connaissance, je vais vous donner un site internet. Un site internet américain. Il n'y a que les anglo-américains pour prendre ça. Vous tapez sur Google Internet Archive Books, B2OK. C'est un site internet américain et vous tapez le nom d'un auteur américain, Cecil Rhodes. Mais aussi, je vais en parler, deux auteurs français, Jacques Bainville et André Charadam. André Charadam, c'est le seul homme, c'est un universitaire français, il est mort dans les années 46-47, c'est le seul français à avoir parlé du Bagdad Ban dans un livre de 1916, j'ai la chance d'avoir l'original, qui s'intitulait Le plan pan-germaniste démasqué. Vous tapez ces noms et vous aurez l'intégralité de ces ouvrages. Donc, on peut ne pas les trouver dans le commerce, mais vous avez au moins ça sur Internet. Et ce sont les Américains, et vous tapez du André Charadam et du Jacques Bainville, je vais vous parler de Jacques Bainville dans quelques minutes, ces Américains connaissent l'existence de ces Français qui ont vu clair. Et puis évidemment, tapez Cecil Rhodes, alors là, vous avez l'embarras du choix. Et vraiment, les Américains, nous Français, on est dépassés. On est complètement dépassés. Je vous raconterai tout à l'heure une anecdote que je sais par un député il y a 2-3 jours, pour vous montrer comme nos experts français, vous savez, les experts français en relations internationales, Liffry, Iris, style Thierry Montbrial, Bruno Tertrais et compagnie, qui ont des tranches de premier de la classe, comme aurait dit Coluche, et fondamentalement on n'apprend rien. Je raconterai l'anecdote tout à l'heure. Quand j'ai appris ça, je suis resté ahuri. Enfin, oui et non. Enfin bref, tout à l'heure. Donc, Internet Archive Books, vraiment ce site américain, allez-y, il est riche, très riche d'informations. L'entre-deux-guerres, il y a un auteur, anglais, naturalisé américain qu'il faut lire, qui s'appelle Anthony Sutton. Sutton, S-U-T-O-N, qui est absolument extraordinaire. Cet homme est mort en 2002. J'aurais voulu le rencontrer. Vous savez, il y a des personnes qu'on rencontre et qui en imposent par leur sagesse et leur découverte. Cet homme-là a montré que Wall Street et la City étaient à l'origine de l'instauration du bolchevisme et du nazisme, par le financement des élites. J'avoue que le bouquin, les livres, enfin il y a trois, Wall Street, il y a Wall Street et bolchevique, Wall Street et nazisme, et Wall Street et Franklin Delano Roosevelt. Pour le livre consacré à la Révolution russe de 1917, il montre avec des références. C'est bien ça, quand il balançait ça, j'ai dit attention Anthony, on a intérêt à me donner la preuve, la référence, le dossier, parce que parfois c'est dingue. Et il montre le financement de la révolution bolchevique par les Anglo-Américains pour aboutir à une chose que nous Français, nous sommes des Latins, on a un esprit moins pervers que les Anglo-Saxons, déjà ils bouffent très mal, pour aboutir à une chose qui nous paraît absolument étranger, c'est la création de deux mondes. La révolution bolchevique, en 1917, et puis surtout après la guerre de 1945, va aboutir à une partition du monde en deux blocs. Le bloc de l'Ouest, la liberté, ce qu'il le disait, c'était vrai, et à l'Est, le bloc soviétique, les rouges, les méchants. Donc ce côté bien binaire, blanc, noir, gentil, méchant. Bon. Et en fait, dans la pensée machiavélique anglo-saxonne d'une élite, il faut toujours ce qu'on appelle la gestion des contraires. C'est-à-dire que pour permettre quelque chose, il faut un adversaire. Car l'adversaire permet de mettre en place des mesures qu'on ne pourrait pas lancer si l'adversaire n'existait pas.
Et ça, c'est une chose tordue. On n'y pense pas. L'adversaire est utile. Comme la mâchoire supérieure ne peut fonctionner que si une mâchoire inférieure. Une seule mandibule, rien en dessous, ça ne marche pas. Deux jambes, elles sont à la fois distinctes et l'une complète l'autre. Et vous marchez une jambe, vous sautillez. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit, c'est typiquement des Saxons. Et je vous raconte une anecdote. Vous savez, quelquefois, à force de lire des trucs sur le Nouvel Ordre Mondial, il y a un moment, on referme ça, ras-le-bol, on est saturé, on regarde un dessin animé, enfin bon, tout ce que vous voulez, mais enfin, des moments, voilà, ça sort par les, partout, dans tout ce que vous voulez. Et un jour, je tombe sur un bouquin sur la réforme protestante en Angleterre au XVIe siècle. On parle toujours de Martin Luther, Jean Calvin, putain, pisse froid, pas fini, je ne comprends pas les calvinistes, enfin bon, c'est autre chose. Et il y a un protestant anglais. Comment l'Angleterre est devenue protestante? Eh bien, leur Martin Luther à eux s'appelle Thomas Cranmer. Et j'ignorais tout du bonhomme. Tout. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais changer d'air, je vais un peu de culture religieuse, parce que n'oubliez pas que le mondialisme, j'aurais dû définir mondialisme et mondialisation, je ferai après. Le mondialisme, c'est plus qu'une idéologie, c'est une mystique. Je vais changer d'air, je vais lire un peu l'histoire de ce Thomas Cranmer. Et finalement, ça m'a rendu service pour comprendre mon époque. Thomas Cranmer était archevêque au service d'Henri VIII. Et Henri VIII, vous savez, il se mariait, il tuait ses femmes, se remariait, il tuait ses femmes. Et celle qui est arrivée en 3e, 4e position a dû quand même un peu réfléchir. Mais enfin, bon. Vous savez, il n'a pas du gain, la femme du roi, et puis la ceinturerie, dans ce cas-là, il disparaît. Bref. Thomas Cranmer, archevêque au service du roi Henri VIII, voulait vraiment que l'Angleterre devienne protestante. Il était, lui, le catholique, l'évêque, convaincu du bien fondé du protestantisme. Et il se disait, voyons, comment vais-je m'y prendre pour pervertir, tout en donnant les apparences du bien. Et, pardonnez-moi l'expression, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce fils de pute va recruter des prédicateurs allemands parlant anglais. N'oubliez pas qu'il y avait une élite qui, chez ces gens-là, qui voyageait, qui connaissait le latin, le grec, l'hébreu. Il va donc recruter des prédicateurs protestants, mais il va choisir les plus fanatiques. Des gens érudits, mais les plus fanatiques. Et il va signer ce qu'on appelle des lettres patentes pour, en gros, les autoriser à venir en Angleterre pour prêcher. Ils viennent, et ces prédicateurs germanophones, mais s'expriment en anglais devant le clergé anglais, devant le peuple anglais catholique, ces prédicateurs violents, fanatiques, vont tenir des propos tellement durs qu'ils vont créer une révolte de la part des Anglais qui se disent non, ils exagèrent, on veut bien des réformes, mais pas une révolution. Et ça, Cranmer, il avait réussi son coup. Pourquoi? Parce que lui, il voulait créer une opposition artificielle, une opposition entre les ultras et les modérés. Pensez toujours aux mandibules, aux deux jambes. C'est-à-dire qu'avec ces réformateurs, il a créé un climat de tension, de violence, ce qui fait que le clergé anglais et les Anglais catholiques qui écoutaient ces prédicateurs se sont révoltés en disant « il tient des propos inadmissibles ». Que dit l'archevêque Cranmer, qui avait fait venir en secret ces gens-là? Personne ne savait qu'il avait fait venir ces gens-là. Et lui, il a joué la comédie du modéré, l'opposition, pour dire grandement, ils ont dit ça, oh, mon cœur défaille, alors qu'il avait signé. Il les arrête, les torture, et les trucide. Et en face, le haut clergé anglais se dit, ah, avec Cranmer, on a affaire à quelqu'un de modéré. Alors qu'en fait, il avait créé une situation artificielle d'opposition. Vous voyez le truc? Il avait créé une situation pour donner un effet ping-pong et apparaître en opposition face à des gens ultra. Il avait créé de toutes pièces. C'est ça la méthode anglo-saxonne, de créer des oppositions. Comme on crée des partis politiques droite-gauche qui donnent l'impression d'une alternance, en fait, c'est du top.